Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Enfin, le jour est arrivé. Vu comment vous saviez, il n'y a pas photo, on va parler bien sûr de WrestleMania 40 ou XL si vous préférez, ou en version anglais WrestleMania 40, appelez-le comme vous voulez. Mais bon, on va s'attarder vraiment sur les WrestleMania pour la nuit 1 et la nuit 2. Donc j'ai vu dans son intégralité, même si je sais que je vous ai dit pendant la vidéo de Stand and Delver que j'ai regardé la première nuit et que j'ai dû me le regarder pour me préparer à faire cette vidéo tout simplement et à capturer les résultats de la carte parce que oui je me mets aux résultats de la carte et que bah, c'est parti pour la première nuit parce que je veux pas minimum perdre de temps. Même si je sens que cette vidéo va être très longue. Alors, concernant l'arène, ben, comme chaque année, les arènes de WrestleMania, ben, c'est absolument ben, magnifique. C'est vraiment pas des arènes qu'on a en weekly, vraiment, c'est des arènes ben, qu'on a quasiment une fois tous les ans, qui sont parfaits. Il y en a qui trouveraient ça moche, mais d'autres qui trouveraient ça parfait. Et moi, je trouve que ça rend très bien dans le show. Même si au niveau du temps, de la météo, là-bas à Philadelphie, était pas forcément au top, parce que je suis peut-être presque à parier qu'il a fait froid, et que la plupart du public était un tout petit peu mort, je vais pas vous le mentir, ils étaient un tout petit peu morts à cause de la froideur qu'ils avaient, alors que la canicule concernant chez moi en Belgique et peut-être en France fait un tout petit peu chaud, mais de temps en temps il fait un peu pluie. Voilà, c'est rien de comparable, juste un petit détail. Et pourtant, pour ouvrir le show de WrestleMania, on a Triple H qui nous souhaite la bienvenue à WrestleMania, tout simplement. Et en sachant que ce WrestleMania, comme pour Stand and Delver, il y a eu des différents sponsors, comme le sponsor de Prime, enfin, ouais, de Prime, la boisson de Logan Paul, WWE2K24, je crois aussi pour le jeu Fallout, vu comment il y avait aussi pour Stand and Delver également, que j'avais vu avec le logo Fallout, et peut-être pour un jeu ou un film de Sonic, je crois. Et aussi pour le film Doom. Enfin, bref, il y a eu tous les sponsors possibles. Il y a vraiment tout eu en termes de sponsors. Et dans les sponsors, bien sûr, il y avait la boisson Prime, auquel il était implanté au centre du ring pour, tout simplement le show. Est-ce que ça va se faire indéterminé? On ne sait pas. Mais en tout cas, du fait qu'il a un sponsor et que ça fait bien son taf, aucun problème. Mais bon, là n'est pas là pour parler des sponsors, mais plutôt pour parler des matchs. Et du coup, le premier match de la soirée, ça s'ouvre pour le titre du monde féminin de la WWE, Rhea Ripley contre The Man Becky Lynch. Donc oui, The Man versus Mommy. Ah, concernant ça, on a eu l'entrée de Becky Lynch. Rien de spécial si ce n'est que voilà, c'est elle qui a fait le spectacle de l'entrée. Mais le plus important, c'est que Rhea Ripley, elle a une entrée de rockstar, tout simplement, rien d'autre à dire, vu comment il y avait le groupe qui chante sa musique Demons of Your Dreams, dans le Judgment Day, bien sûr, et auquel, c'est vrai que quand on voit Rhea Ripley, on voit une top star. Il n'y a pas à dire, avec la ceinture, c'est une top star, et, euh, et elle a dégaine aussi, c'est une rockstar totale. Donc il n'y a pas à dire, elle déglingue la concurrence en termes de chez les femmes. Et quelle évolution de fou, hein, vraiment de Rhea Ripley. Vraiment, il n'y a pas à dire, elle fait vraiment, vraiment bien le taf. Malgré avec un poignet en lambeaux, elle t'arrive à sortir un incroyable match. Bien sûr, j'ignore si Metzler va faire des notations assez random, parce qu'il est un peu connu pour faire des notations des matchs assez random et subjectifs. Mais bon, peu importe, c'est pas le plus important du monde, si ce n'est que les matchs valaient énormément le coup.
Je sais que certains ont entre guillemets parié que ce soit Becky Lynch qui aurait entre guillemets remporté le titre, mais d'autres qui étaient à contre-courant, qui préféraient que ce soit Mami, donc Rhea Ripley, qui reste toujours championne. Quelque part, je suis un peu d'accord. C'est vrai que même si elle n'a pas eu des adversaires un peu plus prestigieuses, et la plupart qui ne l'ont pas forcément mis en danger, bah, même si son règne n'était pas, on va dire, top, et qu'au début, je me lassais un petit peu de son règne, j'avoue que j'ai un tout petit peu pris goût, et que j'étais un peu d'accord que ce soit Rhea Ripley qui remporte l'affrontement. D'ailleurs, c'est ce qui s'est un peu déroulé. Il s'est passé tellement de trucs dans le match, hein. Des Manhandle Slam, des Exploder Suplex, des Motherline Suplex, des... tout ce que vous voulez. Tous les prises ont y passé. Des Disarmers, des Clubber Leaf modifiés. Il y a eu tout qui est passé dans le match. Même si à chaque moment, j'ai cru que ce serait Becky Lynch qui pourrait remporter le match de manière surprenante. Finalement, on s'est trop précipité. Pareil pour Rhea, hein. On a cru que ce serait Rhea, mais on s'est trop précipité. Et au moment du climax, eh ben, ce sera Rhea Ripley qui va prendre l'avantage pour le dernier coup final. Tout ce que je sais, dans le Pokebomb, elle va faire son Riptile. Donc Exploder Pokebomb Riptile. Et pour terminer, encore un Riptile, mais pas forcément au centre du ring. Enfin, si un petit peu quand même. Elle fait son Riptile, et elle fait sa fameuse position auquel elle adore se placer, donc position sexuelle de domination, quelque chose comme ça, et qu'elle remporte le match. Donc pour ce match-là, victoire de Rhea Ripley. Honnêtement, même si c'était que le début du show et qu'on se demande pourquoi c'est en plein c'est en plein début de show, tout simplement c'est juste la construction de la carte et peut-être qu'il aurait dû être un peu plus haut dans la carte. Enfin, qui sait? Ça, c'est l'avis de tout le monde. Mais après, il faut avoir son propre avis. Moi, j'ai pas forcément d'avis personnel, si ce n'est, moi, je regarde, je pense pas à la carte et voilà, quoi. J'observe et je peux en parler par la suite. En tout cas, victoire de Rhea Ripley. On passe à la suite. Et la suite, c'est un match par équipe euh, de 6 équipes, si je crois bien. Et en total, dans 6 équipes parmi les participants, bien sûr, il y avait eu match d'échelle pour les titres par équipe de SmackDown et de Raw qui étaient en jeu. Donc voilà. Tout d'abord, la première équipe auquel je vais citer, c'est The Awesome Truth, le Miz et R-Truth, The 8 Down Under, donc Austin Theory et Grayson Waller, et aussi le Judgment Day, donc Finn Balor et Damien Priest, The Hashtag DIY, Johnny Gargano et Tommaso Ciampa, The New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods, et The New Catch Republic, donc Pete Dunne, anciennement Butch, et Tyler Bate. Donc en total, ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En total, je crois que ça fait 12 personnes. Enfin, peut-être que je me trompe, hein. Je me trompe peut-être, mais j'essaye d'être mieux objectif possible. Mais en tout cas, chacun allait remporter un titre chacun parce que les titres de Raw et de SmackDown n'étaient pas accrochés ensemble. Ils étaient dans deux crochets différents. Et auquel ça s'est démarré en balançant des échelles, en faisant des spots sur des échelles. Il y a même Il y a même R-Truth qui a voulu se prendre pour John Cena, même dans un match par équipe, alors que c'est pas un match où il y a des tombées. Et il fait des séries de coups de bélier, shove powerbomb, 5 knuckle shuffle avant de faire un You Can See Me, un attitude adjustment ou FU sur une échelle à la manière de John Cena, et il fait le tomber, il croit qu'il a remporté le match alors que c'était un match de échelle. Et je me suis dit, oh là 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 là, c'est parti. Et après, t'as le Miz qui dit non, c'est pas un match où on fait le tomber, c'est un match qu'il faut décrocher l'échelle. Quel gland. Mais bon, il nous fait bien marrer, R-Truth. Il n'y a pas à dire, il nous fait bien marrer. Jusqu'à ce qu'on place les différentes échelles l'une de l'autre pour essayer de décrocher
les titres, en parlant des entrées. Après, chacun a eu son entrée spécifique. Par exemple, celui de DIY, c'est un peu l'entrée de la DX. Concernant l'entrée du New Day, on a Xavier Woods qui s'est déguisé en Apollo Creed, pardonnez-moi, dans Rocky. Donc dans le premier Rocky, dans Rocky 4. C'est un peu son ancienne gimmick qu'il avait à la TNA, donc The Consequence Creed, ou alors Rachid Lucius Creed, récemment que je viens d'apprendre. Bref, bel hommage pour Apollo, enfin pour Karl Webner, l'acteur qui joue Apollo. Même si on a Philadelphie, quel bel hommage. Mais bon, concernant le match, je sais que c'est Eighton Down Under, donc Austin Theory et Grayson Waller qui décrochent les ceintures. Donc c'est Grayson Waller qui va les décrocher. Mais ensuite, il dit à son partenaire, donc Austin Theory, de décrocher l'autre ceinture. Finalement, ça va pas se le faire. Parce que Pete Dunne et Tyler Bate s'occupent du compte, un de Austin Theory et l'autre pour Grayson Waller. Et que Grayson Waller va faire un gros bump au niveau de l'échelle. Un double powerbomb auquel il va rester out durant tout le combat. Et du coup, je me dis, mais vu comment ils ont remporté les titres, ils sont pas obligés forcément de continuer la rencontre. Eh ben si mes amis, continuent la rencontre. Bon après, un peu plus loin dans le match, on a eu des tas de spots, vraiment des tas de spots. Il y a même JD McDonough, qu'on connaît un peu sous le nom de Jordan Devlin, qui arrive pour essayer de donner la victoire au Judgment Day, mais ça va se jouer contre eux. Auquel il va avoir des projections, et aussi ils vont faire passer par-dessus la troisième corde sur la table, auquel JD McDonough va se faire exploser. Donc il nous a fait un sweat-on bomb sur la table alors qu'il n'y avait personne, un peu à l'hommage de Jeff Hardy, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ensuite, il y a eu des tas de trucs. Je crois que c'est R-Truth qui va décrocher les ceintures et qu'il est rejoint par le Miz, et auquel, voilà, Awesome Truth remporte les titres. Ça a été les pronostics de certaines personnes. D'ailleurs, certains pronostics pour ces WrestleMania, j'ai envie de dire, vous avez été un petit peu malade. Pas vous le public, hein, mais plutôt des youtubeurs auxquels je regarde constamment. Je regarde les résultats et je me dis, mais putain, vos pronostics, si jamais ça va se dérouler comme je l'attends, vous êtes sûrement des visionnaires. Parce que dire des trucs pareils, c'est comme si on attendait le pire qui arrivait, hein. Mais bon, voilà. De toute façon, on va dire victoire de The Awesome Truth, Misère Truth, et de Eighton Down Under, donc Grayson Waller et Austin Theory. Voilà, 2 victoires, voilà, nickel. Et je passe encore à la suite. Et la suite, c'est The LWO, donc de Latino World Order, donc Rey Mysterio, qui fait équipe avec Andrade, qui est bien sûr accompagné par Joaquim Wilde, Cruz del Toro, Carlito et Zelina Vega, contre The Ligado del Fantasma, Santos Escobar, The Dirty Dom, Dominic Mysterio, accompagné bien sûr par Angel Garza, Humberto Carrillo qui devient maintenant Berto, et Angel Garza qui devient Angel, et accompagné aussi par Madrina Electra Lopez. Alors, pour ce Mania-là, normalement, il était prévu que ce soit Dragon Lee qui fasse équipe avec Rey Mysterio, mais il y a eu changement de situation, vu comment Dragon Lee s'est sûrement blessé dans les coulisses, et certains spéculent que ce serait potentiellement Carlito. C'est peut-être possible, je dis pas que c'est impossible, c'est peut-être possible que ce soit lui, et auquel, dans l'urgence, on a eu Andrade, qui s'est un peu réconcilié avec Rey Mysterio, et de faire équipe contre The Ligado del Fantasma. Et bien sûr, Carlito s'attendait que ce soit potentiellement lui qui fasse équipe avec Rey Mysterio, mais finalement, pas du tout le cas. Vraiment pas du tout. Donc on est peut-être persuadé que ce soit lui. Bon, après dans le match, est-ce que j'étais fort emballé? Je vais pas dire
Non, j'étais pas forcément emballé, mais ça pourrait être pire, honnêtement. Même si je sais que ça aurait pu être une victoire des Heels, parce que on sait jamais, ça pourrait être victoire des Heels comme des Face. Mais c'était un peu à contre-courant de ce que je l'imaginais, vu comment il y a eu deux gars masqués, enfin deux grands gars baraqués, musclés, qui étaient masqués, qui étaient en train d'attaquer Dominique Mysterio, qui était en train de chercher une chaise, alors que je pense que c'est pas légal, tout ça, vraiment pas du tout légal, et que... Attendez, je sais pas si on m'appelle ou alors c'est un bruit de truc, mais c'est un peu étrange. Ou alors peut-être que je vais enchaîner, mais bon. Je sais qu'ils l'ont attaqué Dominique Mysterio. Ensuite, Rey Mysterio fait son 619. Et si je crois bien, Andrade fait son Hammerlock DDT pour la victoire. Si je ne me trompe pas. Et du coup, ben, c'est victoire ben, de LWO. Et concernant les deux gars masqués, qui se sont démasqués par la suite, ce sont des anciens joueurs de NFL, je crois. Je ne connais pas beaucoup leurs noms. Peut-être qu'il faut que je coupe un peu la vidéo pour savoir qui sont, même si on s'en fiche un petit peu. Alors, pour poursuivre, les noms sont Jason Kels, oui, Kels, et Lane Johnson. Donc, ce sont les deux joueurs du football américain de la NFL pour les Philadelphia Eagles, je crois. C'est pour l'équipe de foot. Donc voilà, sympa pour l'équipe. Mais bon, nous en tant que fans de catch, on suit pas forcément le football américain parce que ça nous passe par-dessus la tête. Pas parce que on déteste, hein. Non, c'est pas parce qu'on déteste. C'est parce que on s'y intéresse pas malheureusement. Mais bon, voilà, sympa, victoire de LWO et on passe à la suite. Donc après s'être attaqué à Rhea Ripley qui a battu Becky Lynch, après que Awesome Truth et A-Town Down Under ont remporté les titres. Donc je vous rappelle que Awesome Truth sont champions par équipe de Raw et The A-Town Down Under sont champions par équipe de SmackDown. Je sais pas si je l'ai dit tantôt ou alors j'ai peut-être dit une connerie, donc tout à l'heure ou tantôt, je peux dire n'importe quelle façon. Mais en tout cas, je suis là un peu pour corriger. Mais bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Et maintenant, le match frère contre frère. Deux jumeaux qui s'affrontent. Yeet versus No Yeet. Jey Uso contre Jimmy Uso. Vu comment c'était leur rêve de s'affronter sur la plus grande scène du monde, il n'y a pas à dire, ce match on attendait un peu plus. Parce que même moi j'avais observé, je me suis dit, il y a un sentiment d'inachevé, il y a un truc qui va, mais d'autres choses qui ne va pas. Parce que quand on regarde ce match-là, on sait qu'ils se connaissent du bout des doigts. Jimmy et Jey se connaissent depuis leur plus tendre enfance, depuis leur naissance, que dis-je, et qu'ils ont toujours été inséparables, mais vu comment c'est un peu leur désir de s'affronter, ils veulent essayer de marquer le coup, mais il n'y a pas à dire, il y a un truc qui manque, hein. Je sais pas quoi vous dire, mais on attendait un peu plus, parce que j'ai vu beaucoup de fans en ligne qui disaient qu'ils étaient déçus par rapport au match. Et rien qu'à voir le match en lui-même, c'est vrai que je me dis, ah, il y a mieux. Ils auraient dû plus faire mieux. Ils auraient dû surpasser les esprits. Ils auraient pu faire mieux que Owen Hart versus Bret Hart lors de WrestleMania 10, auquel, bien sûr, c'est le petit frère, donc Owen Hart, qui a battu son grand frère Bret Hart. Ou encore WrestleMania 25 entre les frères Hardy, donc Matt Hardy contre Jeff Hardy, auquel c'est le grand frère qui a battu le petit frère. Mais là, concernant des jumeaux, il y en a qui diront que c'est Jimmy le grand frère et Jay le petit frère. Mais la vérité à cette histoire, c'est que ce sont des jumeaux. Il n'y a pas de grand ou de petit frère. Même si on va dire que Jimmy est sorti en premier du ventre de sa mère et Jay a suivi. Mais bon,
peu importe qui est né en premier, de toute façon, ils sont quand même un peu les aînés de toute façon. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Mais bon, il y en a qui me contrediront en disant oui, mais bref, je préfère même pas y penser. Concernant ce match, eh ben, on a eu que des spams de super kick, hein. C'est super kick parti façon Young Bucks, hein. Et je ne suis pas en train de vous mentir parce qu'on a eu que des super kicks, vraiment que des super kicks à gogo, ça va dans tous les sens ces super kicks. Et il n'y a pas à dire, c'est pour ça qu'on devient accro super kick, qu'on a envie de faire ça constamment. Bon après on a eu des Usos Splash, même si au bout d'un moment donné, bah, c'est Jay qui va avoir l'avantage, il va quasiment dominer son frère, même si euh, Jimmy, il va entre guillemets dire arrête, arrête, arrête de me taper, je t'en prie, arrête, je t'en supplie, pitié, je m'excuse pour tout ce que je t'ai fait, redevenons frères comme avant. Mais bien sûr, la naïveté de Jey Uso a pris le dessus, vu comment Jimmy va lui enseigner un super kick et un Uso Splash, et qu'il a failli remporter la victoire. Donc je crois que faut pas faire confiance à des frères et sœurs, faut pas faire confiance à un frère auquel on a toujours été attaché. Mais en tout cas, il a failli, hein. Il a vraiment failli, Jimmy Uso, et pourtant, bah, ce sera Jay qui va avoir tout l'avantage dans le climax, vu comment il va enchaîner des super kicks, encore des super kicks, et que des super kicks, et il termine avec un Uso Splash, tout simplement, et il bat Jimmy Uso. Donc victoire de Yeet, parce que le no Yeet a perdu. Même si je sais pendant son entrée, Jey Uso, il a été accompagné par Lil Wayne. Si vous préférez le rap US, ça peut être pour vous. Si c'est pas fait pour vous, c'est que vous préférez plutôt le rap français. Ou alors si vous n'aimez pas le rap français, vous aimez que la musique normale. Voilà, ça dépend de vos goûts de musique. Mais bon, rien n'est presque impossible à parler. Mais bon, je crois que j'en ai tout dit sous ce match. Vu comment je passe à la suite au match par équipe de 6 femmes. Donc oui, on peut appeler ça la Dream Team. Même si c'est pas le nom officiel de l'équipe, mais Jade Cargill avec Bianca Belair et Naomi contre Damage Control. Donc Dakota Kai, Asuka et Kairi Sane. Forcément, vu comment c'est le premier WrestleMania de Jade Cargill, vaut mieux pas déconner avec, vaut mieux pas la faire perdre dès son premier match. Ce qui est un petit peu logique, mais on avait vu ça venir, donc c'était un peu prévisible, un peu comme Becky Lynch et Rhea Ripley. Au début, l'affiche était prévisible. Pendant la conférence de presse, c'était tellement prévisible. Mais après, voilà, on s'est quand même bien régalé sous ce match. Et concernant de tout et j'en passe de quelque chose, bah, il s'est rien passé spécial à part des enchaînements et à part des entrées de fous, comme par exemple Damage Control avec les geishas qui font leur entrée. Et concernant Cargill, Belair et Naomi, c'était sur un podium auquel on a l'impression de voir trois super héroïnes. Par exemple, bah, Jade Cargill, elle est facilement reconnaissable. On dirait un peu Tornade dans les X-Men. Et après, le reste, ça reste à voir. Mais bon. Tout ce que je sais, c'est que c'est Jade Cargill qui remporte le match pour son équipe en faisant son Glam Slam rien qu'à elle. Je sais pas comment on pourrait l'appeler, Thunder Slam. Je sais pas si ce serait envisageable, mais en tout cas, elle fait son Glam Slam sur Dakota Kai pour la victoire. Et voilà, victoire de Bianca Belair, Jade Cargill et Naomi, sans plus ni rien. Même si le match il était bien, mais il n'était pas aussi ouf qu'on dit, hein. Bref, je préfère passer. Vu comment c'est le match pour le titre intercontinental, Sami Zayn contre Gunther. Alors l'histoire en elle-même, c'est que Gunther, vu comment il est toujours champion intercontinental et qu'il a dépassé tous les records inimaginables, comme par exemple le record celle de Honky Tonk Man, il a quasiment dépassé son record. Et à tel point qu'il a tout explosé, a explosé le compteur, il a tout raflé sur son passage. Peu importe quel adversaire auquel il a affronté,
bah, c'est lui qui remporte le match. Tel, euh, tel un soldat de Seconde Guerre mondiale, il veut se montrer très dominant vis-à-vis de autres nations et toujours prêt à faire ses preuves dans le champ de bataille. Parce que oui, Gunther, vu comment il est autrichien et que il sait parler allemand, on dirait un peu comme un soldat de Seconde Guerre mondiale qui ne craint personne et qui est une véritable menace. Moi, c'est tout ce que je vois en voyant Gunther. Et concernant Sami Zayn, on se dit qu'il a aucune chance, que c'est un ultime underdog fini, que il va se faire manger tout cru, il va se faire bouffer tout cru par Gunther, c'est ce que tout le monde voyait. Mais quelque part, Sami Zayn, il a peur qu'il subit la même humiliation que Chad Gable, que si jamais il perd le match face à Gunther, il veut pas que son petit garçon et sa femme le regardent complètement abattu, complètement triste. Donc il veut éviter ce scénario. C'est pour ça que Chad Gable a décidé de entraîner Sami Zayn pour le remotiver. D'ailleurs, c'est un peu, je sais pas, mais quand Sami Zayn est dans cet état-là, on a l'impression que c'est un peu le Rocky de l'histoire. On a l'impression d'être dans Rocky 2 ou même 3 ou 4, vu comment on sait que dans cette histoire, Rocky va affronter par exemple Apollo Creed, Clubber Lang et Ivan Drago, et auquel il va tout faire de son possible pour surpasser ses adversaires. Et ben là, c'est un petit peu presque la même situation avec Sami Zayn, vu comment il ne veut, on va dire, pas céder à la défaite. Il veut pas échouer face à Gunther et que il veut le prouver à quel point que Gunther, certes, il a été invincible en tant que champion, mais il a un point faible et peut-être moyen de le surpasser. Et il aura fait ses preuves, hein. Sami Zayn il aura fait ses preuves, mais après, Gunther tellement résistant, résiste comme jamais, et quand il revient en force, c'est que des atémies, des violents chops au niveau du torse, et, euh, et quand je ressens les chops, j'ai l'impression que je me dis que, oh là là, ça nique les pectoraux, hein, tellement il a des chops de bâtard, hein. On a l'impression que c'est de la barbarie dans le ring, hein. Des coups assez violents, des prises aussi assez violentes. Il y a même Gunther qui va faire son Helluva Kick sur Sami Zayn, c'est comme s'il aurait volé la prise. Tenter son Powerbomb auquel il n'arrive pas à terrasser Sami Zayn devant un public, certes, qui était un peu pâle à cause du temps, mais qui n'en reviennent pas leurs petits yeux. Même Gunther n'en croyait pas non plus ses petits yeux. Et au moment où il revient en force, ça s'appelle Helluva Kick qui sort de nulle part de la part de Sami Zayn. Encore un Helluva Kick. Et là, il va tenter une prise auquel il n'a plus fait depuis je sais pas si ça fait plus de 10 ans qu'il n'utilise plus cette prise. Vous voyez le Brainbusters, mais au niveau du coin. Eh ben, si vous voulez, au niveau du turnbuckle, eh ben, il a une prise auquel il faisait dans le circuit indie, notamment à la Ring of Honor, auquel il fait son Brainbusters au niveau du turnbuckle, auquel ben, cette prise est un peu dangereuse, je vais pas vous le mentir, parce que on n'imagine même pas que si on tombe sur le coin le plus dur du ring, on a l'impression qu'on pourrait avoir le cou paralysé. Mais ça n'arrête pas Gunther, vu comment il survit encore. Ensuite, Helluva Kick, encore Helluva Kick. Et là, Sami Zayn remporte le match. Oui. Sami Zayn s'est surpassé et il a réussi à abattre le général du ring. Et du coup, pour Gunther, je crois que ça fait 2 ans de règne et que ça s'est déroulé à 666 jours. Donc 666 jours de règne. Vous vous rendez compte? Bon, après 666, 666, c'est un peu le chiffre du diable ou le chiffre des enfers, parce que oui, quand j'ai vu le résultat, je me suis dit, ah bon,
666 jours, c'est quasiment le chiffre des enfers qui s'annonce là. Eh ben, Sami Zayn arrive à battre Gunther et auquel il se jette dans les bras de sa femme et il est fier de remporter le titre, tout simplement. Il est tellement fier et qu'il a enfin terrassé un méchant Autrichien. Rendez-vous compte. Bon, bref, ce match-là, c'était un banger, il n'y a pas à dire. J'ai pas du tout détesté le match, j'ai quasiment aimé le match. Bon, après, certains étaient déçus de la victoire de Sami Zayn. Ils auraient préféré que ce soit Chad Gable qui arrive à battre Sami Zayn. Peut-être que ça aurait pu le faire. J'ai dit Sami Zayn ou Gunther? Non, j'ai dit Sami Zayn. Peut-être que certains auraient voulu que ce soit Chad Gable qui bat Gunther à la place de Sami Zayn. Bah oui, forcément. Mais après, peut-être qu'il aurait été encore terrassé. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne donne pas cher de la peau de Chad Gable non plus, hein. Mais bon, c'est Sami Zayn qui remporte le match et je suis persuadé que Chad Gable doit voir ça et qu'il doit se dire ça aurait pu être moi. Et pour ça, je pense peut-être à futur heel turn de la part de Chad Gable. Et peut-être que ce sera terminé avec les thank you ou les chuch. Peut-être que ce sera terminé, hein. Peut-être on verra Chad Gable sous un nouveau angle de personnage. Qui sait, on ne sait jamais. Mais bon, pour l'instant, vaut mieux pas savoir, vaut mieux passer à la suite. Bon, en tout cas, bonne victoire de la part de Sami Zayn. Et main event de la nuit 1 de WrestleMania 40. The Bloodline. Roman Reigns et The Rock contre le contre-pouvoir, que j'aimerais dire. Cody Rhodes et Seth freaking Rollins. Tout simplement un match auquel ça a été dingue et qui ça a duré 45 minutes. Quand j'ai vu le résultat de l'heure, enfin des minutes passées, 45 minutes passées sous le ring, alors qu'on n'a pas vu le temps passer, quasiment. On voit le match et on se dit, putain, ça dure combien de minutes Bon après, tant pis, regardons le match, à voir à quoi ça donne. Et certains étaient persuadés que le Rock n'allait pas assurer ce match, parce qu'il serait, on va dire, un peu trop essoufflé, qu'il serait pas trop comment mieux placer les prises après plus de 8 ans à ne pas catcher. Parce que c'est vrai, il faut dire des trucs qu'on n'a plus catché pendant plus de 8 ans. C'est vrai que c'est un peu plus compliqué par la suite. Mais là, franchement, le Rock, il a très bien assuré son match. Là, bizarrement, il était en pleine forme. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui vous dira le contraire. Et personne ne vous le dira le contraire, car le Rock a été en pleine forme. Et que, faut dire, le gabarit qu'il a, le gars, et bon, après, le cardio, c'est encore autre chose, mais faut dire, il sait quand même assurer peut-être un petit peu minimum son cardio, même si c'est pas évident. Et que il y a eu aussi un peu d'overbooking. Je vais pas vous le mentir, il y a eu un peu d'overbooking parce qu'après le reste c'est un peu des changements. Moi je veux affronter Roman, moi je veux affronter The Rock. Donc peut-être que Cody voulait affronter directement Roman et Rollins voulait directement affronter The Rock. Avec des bons échanges, parce qu'il y a eu des offenses de la part de l'un et de l'autre, il n'y a pas à dire, il y a eu beaucoup d'offenses, et par rapport au overbooking, ils vont commencer à se battre à l'extérieur du ring, et là, ça prouve bien la supériorité de The Rock, qui montre à quel point c'est lui le boss, car il menace l'arbitre en disant « Si tu me décomptes à l'extérieur, ou alors si tu me disqualifies, je te promets, t'es viré !» Donc il donne un ordre, et du coup l'arbitre il dit rien, alors que c'est lui qui est un peu le maître de la situation dans le match, mais faut dire, il n'y a plus de maître, c'est les boss qui s'acharnent sur des employés. Donc ils vont se battre dans le public, parce qu'il y avait Rollins qui s'est battu avec The Rock, il va y avoir un jeté de poubelle, et à un moment donné, The Rock va un peu s'hydrater, mais il va cracher sur Seth Rollins. Alors que Roman, lui, il était en train de s'occuper du cas de Cody Rhodes, parce qu'ils se sont pas mal battus. Après, on revient un peu dans le ring. Patati patata, tentative
de Rock Bottom qui ne passe pas, tentative de People's Elbow qui ne passe pas, Spear qui ne passe pas non plus, des Superman Punch, Guillotine Choke, Stomp, Crossroads qui ne passe pas non plus. Et si je crois bien, après qu'il y avait The Rock et Cody Rhodes qui étaient un peu au sol et que Roman, il saignait un petit peu du nez, mais on savait pas qui il visait justement, parce qu'il était en position du coin pour son spear, et au moment où il lâche son cri de guerre, eh ben, il s'élance, Rollins sauve Cody Rhodes, et là Roman Reigns, il fait un énorme spear sur son cousin, donc il fait un spear sur The Rock, et là, il regarde The Rock en disant oh putain, je crois que j'ai fait une connerie. Et là, on se dit peut-être pendant la nuit 2, il va peut-être le faire regretter. Qui sait? Tout est possible. Bon, après, on verra par la suite, hein, mais je préfère durer le suspense, si vous permettez. Et entre-temps, il y a Rollins et Rhodes qui font un pedigree. Rhodes, il fait un pedigree sur The Rock, alors que Rollins, c'est sur Reigns. Mais malheureusement, ça ne passe pas, quoi. Ça ne passe pas du tout. Parce que tellement la Bloodline est en God mode, hein. Ils sont en mode dieu. Impossible à tuer les dieux, hein, car les dieux sont parmi eux. Et ça... Ah, ça part en bordel, hein. Quasiment ça part en bordel. Et... il y a The Rock qui voulait s'occuper du cas de Cody, il voulait faire son rock bottom, mais c'est Cody qui renverse la situation et fait un énorme rock bottom sur The Rock, dans la table des commentateurs. Bon, après, Roman l'attaque, il veut en terminer. Pas mal d'échanges, et après, il voulait tenter pour son spear. Il se fait calmer par un coup de pied. Et là, il va enchaîner ces 3 crossroads. Donc, il va enchaîner la première, la deuxième. Et au moment où il voulait enchaîner la troisième, on a The Rock qui récupère, qui prend la ceinture de Cody Rhodes et qui commence à fouetter le dos avec. Et pour lancer un message à la maman de Cody en disant tu vois ton gamin, je vais te le fouetter à coups de ceinture parce qu'il ne remportera pas le titre. Et du coup, il manquera telle arme, Mama Rhodes. Je te le garantis. Le mec est un véritable psychopathe. Oh là là. Il y a pas de compassion envers The Rock. On dirait de la haine. Vraiment de la haine. Il déteste Cody Rhodes qui s'est mêlé de ses affaires. Alors que, selon lui, selon Cody, il fait des choses qui n'est pas juste. Parce que oui, c'est vrai que The Rock, il est à but de sa personne, c'est un égoïste, un égocentrique, narcissique, ce que vous voulez, qui prend pas mal de place, ça, il n'y a aucun doute. Mais il est sadique aussi, non, il est vraiment sadique. Euh, et peut-être qu'il y a eu changement, et que c'est là où The Rock, il va charger du cas de Cody Rhodes, il va l'allumer avec des multiples prises. Je sais qu'il avait déjà allumé Seth Rollins, par exemple, un sharpshooter, et j'en passe des trucs. Mais sinon, avec Cody Rhodes, il va enchaîner un rock bottom, et c'est là où il va enchaîner son People's Elbow, la prise qui a, on va dire, mis un terme au règne de CM Punk à l'époque, il y a plus de 10 ans. 434 jours de règne à cause d'un People's Elbow. Donc, il bat Cody Rhodes et Seth Rollins, mais il a fait le pin sur Cody Rhodes, donc il fait un pin tellement clean que ça enterre un peu Cody Rhodes. Donc oui, on peut le dire, on va pas se mentir, Cody Rhodes s'est fait un peu enterrer par, par Roman Reigns, non pas Roman Reigns, par The Rock, et un peu par Roman Reigns aussi. Et là, on a un peu le remake de WrestleMania 39, c'est que même si Cody Rhodes est sonné et un peu en état de conscience, en train de douter, en disant c'est ce qui va arriver demain, j'ai l'impression que mes forces m'abandonnent, en plus je suis épuisé de ce que j'ai fait, je crois que je vais pas y arriver. Il s'est peut-être dit ça au centre du ring parce que on a exactement le même angle quand Roman Reigns avait remporté le titre, enfin quand il avait remporté le match et conservé ses ceintures, et que tu as The Rock qui a sa ceinture personnalisée de People's Champ auquel il n'a pas de valeur, je vous le garantis, il n'y a aucune valeur, même Catch Club le confirme, il y a zéro valeur, c'est juste une ceinture pour
un terme d'accessoire de reconnaissance, soi-disant que c'est pour la veuve de Mohamed Ali, mais il y en a un spécialement pour lui, voilà. Et que il y a Roman Reigns qui a son titre incontesté universel de la WWE. Et c'est eux qui clôturent la première nuit. Et là, on s'est dit, oh là là là, là, je crains pour la nuit 2. Si jamais, oui, c'est les règles composées par la Bloodline. Si c'est un Bloodline Rules match, tout est permis. Toute la famille, s'ils veulent, ils peuvent venir casser la gueule à Cody ou n'importe qui, hein. On ne sait jamais avec les surprises. Parce qu'on avait appris des rumeurs comme quoi il y aurait Jacob Fatou, ancien catcheur du circuit indépendant et notamment de la GCW et de la MLW, comme quoi il aurait signé bien avant WrestleMania 40 et qu'il est fort possible qu'il pourrait prendre part à la rivalité entre Roman et Cody, avec The Rock, Jimmy et Solo. Euh, j'avais un petit peu peur que ça arrivait, parce que si ça arrivait, on se dit, là c'est sûr les carottes sont cuites pour Cody, hein. C'est totalement cuit pour lui, hein. Je m'étais fait un peu des faux espoirs et je suis sûr que ceux qu'ils avaient pronostiqués pour la nuit 1 et la nuit 2 se sont sûrement fait des faux espoirs, soit pour se divertir un peu ou pour se donner tort. Mais bon, j'avais bêtement cru et du coup je me suis dit, allez, c'est parti pour la nuit 2. Et bref, donc c'est la fin pour la nuit 1, maintenant on passe à la nuit 2. Et quelle suite, quelle suite. Donc, pour la nuit 2, c'est toujours du côté de Philadelphie, bien sûr, parce que ça ne change pas d'endroit. Eh ben, on ouvre le show avec Stephanie McMahon, la femme de Triple H, qui fait une promo sur le ring, comme quoi, bien sûr, est-ce qu'ils sont chauds, est-ce qu'ils sont prêts pour vibrer pour la nuit 2. Les gens, bien sûr, ils vont chanter oui, donc voilà. Donc sympa de voir Stephanie McMahon, d'autres qui sont pas contents de la voir, mais en tout cas, voilà, ça peut le faire, voilà, pour hyper le show, vu comment pendant la nuit 1, c'était Triple H qui a ouvert le show pour mener l'ambiance, et ben maintenant c'est sa femme. Donc voilà tout. Mais bon, pour le premier match, c'est pour le titre du monde des poids lourds de la WWE. Drew McIntyre face à Seth freaking Rollins. Et là, concernant dans ce match, bien sûr, il y avait au commentaire CM Punk, qui était dans la table des commentateurs, qui regardait et qui a fait son entrée. J'avais oublié de préciser, il avait fait son entrée avant que ce soit Drew McIntyre et Seth Rollins. Drew McIntyre, je sais qu'il a fait son entrée avec le temps, enfin, allez, les orchestres d'Écosse, on va dire ça comme ça. Et quant à Seth Rollins, c'est par des mascottes en carnaval, parce qu'on dirait un peu, on dirait un peu le thème du carnaval, son entrée à Seth Rollins. Et ben ils font leur entrée, voilà, respectivement. Je sais pas s'il y a eu un Claymore Kick au début de la rencontre, mais en tout cas, ça s'est tellement déroulé, auquel on se dit, curieux de savoir qui va remporter le match et le titre, hein, parce on est fort possible que ce serait Seth Rollins qui le remporterait, malgré qu'il soit diminué du match du main event de la veille. Finalement, il a été certes diminué, mais il a quand même assuré son match. Ça ne veut pas dire qu'il a remporté. Je n'ai pas dit qu'il a remporté le match. Alors que Drew McIntyre, il est frais et dispo, il est chaud comme la braise, il veut faire un peu payer Seth Rollins pour un peu l'ignorer qu'il a fait pendant qu'il était en rivalité face à la Bloodline. Parce que on va pas se le mentir, Seth Rollins, il était plus occupé par la Bloodline que par Drew McIntyre. C'est comme si Drew McIntyre ne l'intéressait pas du tout, alors que Drew McIntyre, lui, il s'intéresse à Seth Rollins. Pas pour l'homme, mais plutôt pour le titre. Et aussi, il veut vivre son rêve tel que CM Punk n'a pas réussi à faire. Parce que au départ, c'était CM Punk face à Seth Rollins. Mais vu comment CM Punk s'est blessé durant le match, et je m'étais dit, c'est possible, c'est fort possible qu'ils s'affrontent un jour. Pour l'instant, on n'en est pas sûr. Parce que c'est toujours pas inévitable, un match entre Rollins et Punk.
Et pareil, entre McIntyre et Punk, on attendra dans un futur proche, vraiment proche. Est-ce que ça va être Backlash en France? Je n'en ai aucune idée. Est-ce que ça va être à King et Queens of the Ring? Parce qu'on a eu la nouvelle annonce comme quoi ben, en Arabie Saoudite, on va voir King et Queens of the Ring. J'espère qu'ils vont pas changer de nom par la suite. Je l'espère pas. Parce qu'ils en sont capables. Mais bon, on ne sait pas. On ne sait pas sur le futur de CM Punk, de Drew McIntyre, de Seth Rollins. Mais en tout cas, il y a eu tellement d'échanges, des pedigrees, des tentatives de futur choc DDT, tentatives de Claymore Kick, Stomp, de Rolling Pokebomb, de Falconero, et j'en passe des prises. Mais pourtant, c'est finalement Drew McIntyre qui va prendre le dessus sur Seth Rollins, car il va l'enchaîner avec un ultime sur Seth Rollins et auquel il remporte le match et le titre. Donc victoire de Drew McIntyre qui remporte le match et le titre. Et là il est en train de vivre son rêve parce qu'il est en train de devenir champion devant un public, alors que je vous rappelle, et tout le monde ne vous le cessera pas de vous le rappeler, que au départ en 2020 Drew McIntyre avait été champion sans public. Il avait été champion pendant le confinement, mais là, fini les confinements, il peut célébrer son titre avec du public, auquel le public était à fond. Ils étaient derrière lui, derrière Drew McIntyre, bien sûr, même s'ils sont un peu pour Seth Rollins, un peu comme ils avaient été avec Cody Rhodes, même il y a eu un tout petit peu de haie pour Cody Rhodes, mais sinon ils n'ont pas lâché Cody. Bref, ils n'ont pas lâché aucun des catcheurs de toute façon, même pas d'une semelle. Bon, après sa célébration, ben, il va près de la table des commentateurs et il commence à narguer CM Punk en disant tu vois, je suis champion. Merci de te faire blesser pour que je sois champion. Je suis en train de vivre ton rêve. Je suis aux anges. Alors que toi, je peux rigoler de ton malheur parce que tu es blessé et que tu es dégoûté en face de moi. Et après, il se tient debout face à CM Punk qui était assis justement, et il est en train de lui lâcher un kit. Et bien sûr, ça en est trop pour CM Punk, qui est vraiment un peu saoulé de les moqueries de Drew McIntyre, qui commence à leur faire un balayage de jambes sous la table, et que il va enlever son attelle du bras droit. Il va commencer à le frapper avec au niveau du bras gauche, je pense. Il va l'enchaîner avec des coups de pied, encore des coups de pied. Et c'est là où on l'avait oublié même depuis le début, je crois, un certain Damien Priest, que enfin il décide enfin de tenter le coup de cash-in sa foutue mallette. Donc il a cash-in sa foutue mallette face à Drew McIntyre et il perd pas de temps, il enchaîne son Son of Evil, qui est un chokeslam, pour la victoire. Donc il cash-in sa mallette et il remporte le match et le titre. Donc nouveau champion du monde des poids lourds, Damien Priest. Donc, vu comment il avait perdu les titres par équipe aux côtés de Finn Balor, il s'est dit, au moins il n'a pas perdu sa mallette et il va tenter le coup à WrestleMania. C'est vrai que concernant Damien Priest, j'étais un peu exigeant, même voire douteux et anxieux par rapport à son égard, parce que je me suis dit, ça se trouve, il va rater le coche avec son cash-in et que la mallette ne sert plus du tout à grand-chose à l'heure d'aujourd'hui. Eh ben, putain, il en a mis du temps. Hein. Damien Priest, il en a mis du temps et il a cash-in, il n'a pas perdu une seule seconde. Mais bon, si on est content pour lui et il célèbre avec le Judgment Day. Donc voilà, victoire de Damien Priest et passons. Et l'autre match auquel, au départ, on s'intéressait un petit peu, mais après, pas fortement, parce que faut pas dire que la rivalité vale de l'or. Au contraire, c'est une rivalité très secondaire et auquel on s'en fiche un petit peu. Donc, l'équipe de The Pride, donc équipe composée de The Almighty Bobby Lashley et les Street Profits, donc Montez Ford et D'Angelo Dawkins, qui s'est accompagné par Bifab, bien sûr, contre The Final Testament, donc équipe composée de Karrion Kross et de Authors of Pain, donc AOP,
Akam et Razar, accompagnés bien sûr par Paul Ellering et Scarlett Bordeaux. J'ai un peu le hockey, donc excusez-moi, je vais le redire, Scarlett Bordeaux. Et c'était dans un combat de rue de Philadelphie, de match à 6 pour les hommes. Et en arbitre spécial, c'était Bob Dudley, qui était l'arbitre spécial du match, auquel c'est un match où il y a que du bordel, vraiment que du bordel. Tout le monde est libre de prendre des objets, même les manageuses que sont Bifab et Scarlett Bordeaux, n'hésitons pas à se mêler au match, même à se frapper l'une contre l'autre. Bref, il y a eu tellement de trucs. Et que on a fameux ce son et ce chant, peut-être que tout le monde le savent, quand Bobberay dit à Devon de sortir les tables, mais là je pense que il dit à Bobby Lashley et à Angelo Dawkins, aux côtés de Montesford, en disant Get the table, sortez les tables. Donc ils vont sortir les tables pour le plaisir des sadiques qui veulent voir des tables et que ça commence un peu à devenir redondant. Les chants Get the table, on veut des tables, on veut des objets, on veut que vous vous tuez, voilà quoi. C'est un peu ça le délire des gens. Bon après, vaut mieux pas se tuer de manière inutile, hein. Honnêtement, on préfère pas. Bon après, il y a pas mal de prises, grosse splash de la part de Montesford sur un des deux gros bébés que sont Akam ou Razar sur une table, bien sûr avec un frog splash. Et si je crois bien, Bobby Lashley, il enchaîne avec un spear ou un full Nelson. Non, non, c'est plutôt un spear sur Karrion Kross pour la victoire. Donc victoire de The Pride, auquel ben, on s'en fiche un petit peu. Bon après le match était brutal, mais sans plus, hein, vraiment sans plus. Mais bon, victoire quand même de The Pride, Bobby Lashley, Angelo Dawkins et Montesford. Et voilà, voilà, sans plus ni rien, tout simplement. Et la suite, ben, c'est un match simple auquel j'aurais préféré que ce soit un match avec une stipulation. LA Knight contre AJ Styles. Donc on a eu une petite rivalité, comme quoi, bien sûr, AJ Styles avait été blessé par la Bloodline, et auquel ben, LA Knight ben, a pris sa place pour avoir une chance au titre, auquel il a raté, mais ce n'est pas terminé pour LA Knight, loin de là. Parce que j'espère que sa hype va pas descendre, parce que on veut voir LA Knight réussir, on veut voir LA Knight remporter au moins un titre, que ce soit un titre mondial, que ce soit un titre secondaire, comme le titre intercontinental des États-Unis, le titre du monde poids lourd, et si jamais il est très 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 bien établi en tant que super babyface bien acclamé par la foule, pourquoi pas le titre incontesté universel de la WWE. Tout est possible, ça peut être possible, mais on ne sait jamais, et on ne sait pas encore. Tout ce que je sais, c'est que LA Knight, toujours sur une grosse pop de la foule avec les gens qui ne font que chanter LA Knight, yeah! Oh là là, qu'est-ce que le public est tellement fou quand il chante, c'est incroyable pour moi, c'est vraiment incroyable. Alors que tu as AJ Styles qui fait son entrée avec un nouveau theme song par rapport à son nouvelle gimmick, et que ça perd pas de temps, que ça commence à la bagarre, que de la bagarre, que de la bagarre, que de la bagarre. On oublie les beaux gestes techniques, même s'il va avoir au, au commencement du match, je pense. Je peux me tromper, mais soyons fous, il faut mieux dire des trucs pareils. Oui, je fourche un petit peu parce que je suis un peu en manque d'hydratation, mais bon, il faut que je m'hydrate, donc je coupe un petit peu et on poursuit, ok? Donc voilà, je repoursuis, rien n'est terminé, même si j'ai un tout petit peu mal aux oreilles suite au nouveau casque que je possède, et que si vous m'entendez bien, je possède un micro avec un casque auquel on entend uniquement ma voix. D'ailleurs, j'espère que ça vous va pour vous, même si des fois on entend un petit ou peut-être ça dépend un peu des trucs pareils. Même si je fais c'est parce que j'ai un petit peu du mal à articuler ou à mieux fourcher correctement, même si c'est pas évident aussi. Concernant le match, ben, ça peut être bien. Il y en a qui peuvent détester, il y en a qui peuvent aimer, mais moi j'ai bien été dans le match, et auquel voilà, c'était un peu simple. Même si j'aurais bien voulu une petite stipulation, je ne sais pas si la rivalité va encore reprendre, un peu comme avec les frères Rousseau. Je ne sais pas si ça va encore continuer. Honnêtement, je n'en ai aucune idée.
Mais tout ce que je sais, c'est que AJ Styles a tenté son Styles Clash auquel ça va pas passer. LA Knight a tenté son BFT auquel ça ne va pas non plus passer. Mais au climax du match, alors que AJ Styles pensait avoir le contrôle du match, vraiment il a pensé que ce serait lui qui pourrait terrasser LA Knight avec son Phenomenal Forearm. LA Knight le fait tomber des cordes et il enchaîne directement avec son BFT pour la grande victoire. Donc oui, victoire de LA Knight. Yeah! Ah là là, victoire de LA Knight. Et j'espère que ça va poursuivre pour lui. Peut-être que sa rivalité n'est pas terminée, mais j'espère qu'après la rivalité avec AJ Styles, il pourrait au moins capturer un titre. Je sais pas moi, mettez-le face à Logan Paul, mettez-le face à Sami Zayn ou n'importe qui, mais faites-le remporter un titre parce il va pas rester encore des années sans être champion. Il faut encore capitaliser sur la popularité de LA Knight avant que ça s'arrête, quoi, parce que je pense que la WWE a un peu tout fait pour que la hype de LA Knight descende en flèche, alors que selon moi il faut monter en flèche avec lui, parce que si jamais on n'y croit plus, c'est que c'est terminé pour lui, donc vaut mieux pas que ce scénario prenne surface, en tout cas je ne le souhaite pas. Mais bon, je crois que après ça, on a eu les résultats des Slammy Awards, auxquels certes j'ai suivi, mais c'est un peu trop long à expliquer. On a eu bien sûr le Hall of Fame, auquel j'avais déjà expliqué dans la vidéo sur la Ring of Honor, et auquel on a les intronisés, surtout celui qui a créé la ECW à Philadelphie, à la personne de Paulie Dangerously, ou alors plutôt connu sous le nom de Paul Heyman, auquel il était sur le tapis rouge et auquel il est fraîchement intronisé. Donc voilà pour le petit segment pour l'intronisation. Encore une vignette sur WrestleMania, enfin, encore sur WrestleMania, non pas WrestleMania, encore une vignette sur Backlash en France. Donc voilà, maintenant on sait auquel show auquel on va s'attaquer. Donc Backlash en France, même si pour moi il y a d'autres shows auxquels je vais m'attaquer, que je ferai une vidéo dessus, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours compter sur moi. Mais bon, ce n'est pas encore le cas, je préfère passer aux autres matchs. Donc, en plus il y en a plus que 3 matchs, après c'est terminé. Donc, match triple menace pour le titre des États-Unis de la WWE. Logan Paul, accompagné par Isho Speed, donc celui qui fait la mascotte de la bouteille Pride, enfin Prime pardon, et pas Pride, parce qu'on n'est pas dans une fédération de MMA, et encore moins dans l'équipe des Street Profits et Bobby Lashley, donc la bouteille de Prime, auquel je suis sûr que peut-être que tout le monde l'a goûté, ou alors d'autres qui n'ont pas goûté du tout. Moi par contre, j'ai eu la chance de goûter aussi la bouteille de Prime, auquel c'est pas mauvais à vrai dire, c'est bien énergisant, bien électrisant et c'est pratique pour le sport. Honnêtement, je trouve qu'il est vraiment bon la boisson de Logan Paul. Enfin, de Logan Paul, j'ai un peu écorché son nom, mais voilà. Donc celui qui fait la mascotte, vous avez peut-être deviné, si vous avez vu WrestleMania 39, vous savez de qui il s'agit. Il s'agit ni plus ni moins de KSI, parce que on l'a vu venir de toute façon. Et après, on a l'entrée de Kevin Owens et de Randy Orton. Et t'as même Kevin Owens qui a ramené une voiturette de golf en disant « Vas-y Randy, grimpe dans la voiturette de golf, ça va être plus rapide. » Au début, il était pas trop chaud, mais après, il s'est dit « Allez, ok, on fait ça pour le fun. Mais par contre, roule doucement. » C'est ce qu'il lui a dit au moment où ils sont dans la voiturette de golf en disant « Va doucement, on va pas trop vite. » Ah là là. Il nous bute Kevin Owens et il nous bute Randy Orton. Ah là 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 là. Auquel le match, dans ce match-là, Logan Paul en a eu pour son grade, vu comment ils vont s'acharner sur lui. Randy Orton que Sami Zayn aussi, ils vont s'acharner sur Logan Paul, à le faire des souplesses à travers la table des commentateurs, même si ça ne casse pas, mais ils vont s'acharner sur lui, après sur le ring.
Au bout d'un moment, il faut que Randy Orton et Kevin Owens se foutent un petit peu sous la tronche. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a eu en disant tu m'as coupé le tombé là. Bah ouais, ça fait partie du jeu, gros. Euh, on, on peut faire copain-copain, mais pendant un match comme ça. Ah d'accord, tu veux qu'on se frappe? Eh ben ok, on se fout sous la gueule. Bim bim bim. Ça but de rire quand on a des soi-disant meilleurs amis qui s'affrontent et et qui se pètent la tronche à coups de poing ou à coups d'avant-bras. Même si ça profite à Logan Paul de revenir et de récupérer en déstabilisant Kevin et Randy. Je me rappelle euh, que enfin Kevin Owens a enchaîné son fameux moonsault de la troisième corde et que pour une fois il a pas botché. En tout cas, il a pas botché pour une fois. Et après, ben, il enchaîne avec un Swanton Bomb sur Randy Orton. Et t'as aussi Logan Paul qui imite Kevin Owens en le faisant un Swanton Bomb à la manière de Jeff Hardy et un Frog Splash sur Randy Orton en tout cas. Ouais, parce qu'il enchaîne avec un Swanton Bomb et après en faisant sa roulade il fait un Frog Splash auquel ça a été très bien exécuté. Il n'y a pas à dire, c'est dans l'exécution c'est parfait et que Logan Paul n'a jamais été aussi bon qu'il catch bah, vraiment comme un vrai catcheur parce que on a beau critiquer Logan Paul mais il a des qualités auxquelles on peut pas le reprocher et auxquelles bah, même s'il utilise la rudesse, la petite filouterie notamment à tenter d'utiliser son coup de poing américain auquel c'est légal, parce que normalement, logiquement, il n'y a pas de disqualification dans un match à 3. Si on peut ramener des chaises, des tables, des échelles, on le fait. Et même un coup de poing américain. Donc il a voulu tenter, même à faire son fameux, un peu comme s'il faisait le train, le chouchou, même si c'est pas réellement ça. Mais en tout cas, il pompe son poing pour mieux foutre dans la tronche de ses adversaires, mais auquel ça va pas passer. T'as, je crois, Kevin Owens qui lui enlève le coup de poing américain. Et après, ben, il y a eu un RKO sur Logan Paul auquel ben, il y a eu dégagement. Et à son tour, je crois que Randy Orton a sorti le coup de poing américain qu'il avait caché dans son slip, je pense. C'était le fameux coup de poing américain auquel il avait confisqué à Logan Paul et qui voulait frapper avec. Mais après, on a intervention de KSI qui voulait un peu chercher Randy Orton en essayant le bousculant, mais en essayant le bousculer, mais ça ne va pas passer parce que Randy Orton le bouscule avec un simple gros coup de pied sur la mascotte à boisson, même si on sait que c'est un youtubeur. Et il déménage la table, il fait un deux petits rangements et après il veut asséner un RKO sur KSI. Oh là là, bordel le hockey. Donc il fait un fameux RKO et après il enchaîne sur Kevin Owens, mais ça va pas passer. Sur Logan Paul, mais sauf qu'il y a contre. Et au moment du climax, eh ben, je crois que c'est Kevin Owens qui fait un genre de pop-up powerbomb, mais que Randy Orton il fait un RKO. Donc au moment où il fait son fameux pop-up powerbomb, eh ben, il ne va pas passer par-dessus lui, mais quasiment rester dans les airs et finalement faire un RKO qui vient dans les airs. Et c'est à ce moment-là que Logan Paul veut éjecter Randy Orton et de faire le pin pour la victoire. Donc victoire de Logan Paul, il conserve son titre et on va se retaper encore un règne de plus de Logan Paul, du fait qu'il affronte au moins quelqu'un. Et s'il faut lui enlever le titre, il faut lui enlever le titre le plus vite possible, même s'il a été quand même un bon champion combatif, ce qui est rare pour le souligner. Mais bref, bonne victoire et je passe à la suite. Plus que 2 matchs après c'est terminé. Donc match pour le titre féminin de la WWE, incontesté, bien sûr. Bayley contre Io Sky. Donc l'histoire, je pense qu'on la connaît. Certains étaient un peu investis de la plupart des rivalités. Par exemple celle de Bayley et Io Sky. Tout le monde était surhypé par cette rivalité. Mais il y a eu un genre de truc qui n'allait pas, quoi, les trucs de gaminerie. Ah, t'es plus mon ami, je t'ai servi de toi, tatati tatata. Et
Bref, des trucs pareils auxquels on se dit, mais pourquoi toute cette histoire, c'est concernant une amitié de, de maternelle ou d'école primaire, même de lycée, quoi. Pourquoi cette histoire aussi mineure soit-il? Par exemple, c'est vrai qu'il y a des rivalités auxquelles on aurait préféré voir, mais c'est pas. Ils ont peut-être pas su exploiter la WWE correctement. Là, je dis de manière d'avis général, c'est pas un avis subjectif, j'essaye de me mettre à la place des personnes, même si souvent mes réponses sont un peu à côté de la plaque, je ne m'en cache pas que je suis un peu à côté de la plaque. J'essaie de donner mes avis aussi comme tout le monde, car tout le monde est libre de penser ce qu'il y a à penser, du fait que c'est pas des réponses random. Dans le match, même si on sait des entrées, par exemple l'entrée de Bailey, c'est entrée en mode Cléopâtre, et concernant Io, ben, c'est une entrée à la Io, quoi. Entrée avec damage control et, et des images d'elle qui ressurgit dans les Titantrons. Et ensuite dans le match là, ben, ça poursuit, que de la bagarre, des enchaînements, tenter de prendre l'avantage sur l'autre. Je pense que c'est Io Sky qui voulait à tout prix dominer le match, vu comment quand Bailey est en pleine phase de faiblesse, eh ben, elle en profite pour un peu utiliser ce qu'elle a en force de ses coups de pied ou dans ses mains pour tenter de calmer Bailey. Mais sauf que Bailey revient à chaque fois en force et que bah, elle est soutenue par le public qui l'ont soutenue du début peut-être à la fin, même si la WWE n'a pas forcément mieux hypé le match. Ils ont fait tout leur possible pour que ce soit correct, que ce soit carré. Même s'il y a eu une tentative de moonsault de la part de Io Sky, qu'elle a cru qu'elle pourrait gagner le match, parce que même je crois que j'avais un tout petit peu cru, et pourtant elle s'est dégagée, et là Io elle est en mode quoi, elle s'est dégagée, c'est pas possible. C'est pas possible, elle a pas pu se dégager. Tant pis, je poursuis. Et ben là, elle a quand même commis une énorme erreur, Io Sky. Et c'est à ce moment-là où Bailey va commencer à enchaîner ses prises auxquelles elle adore. Par exemple, le belly to belly. Descendre du coude à la manière de Macho Man Randy Savage. Et surtout, elle enchaîne avec une prise auquel ben, je n'aime pas du tout. Je vais pas vous le mentir, je déteste cette prise. C'est là où elle chope le bras de son adversaire et elle prend la tête enfin, elle chope la tête auquel moment elle tire les cheveux, quoi. Je vais peut-être essayer d'arriver. Et elle fait planter l'adversaire, enfin la tête de l'adversaire au sol. Donc je crois qu'elle appelle The Rose Plant. The Rose Plant, je crois. En tout cas, si elle appelle comme ça, ben, j'aime pas du tout cette prise. Le belly to belly, je pense que ça peut être un peu appréciable, mais le rose plant, c'est un peu. Je suis pas fan de cette prise, honnêtement. Je vais pas vous le mentir, j'aime pas du tout. Mais tant pis. Victoire de Bailey, elle remporte le titre féminin. Et bah, félicitations. Même si la WWE n'a pas su capitaliser à fond sur ce match-là que les autres, elle a quand même eu son lot de gloire, en plus avec un public qui était à fond derrière elle, parce que aussi Bailey c'est une babyface, elle n'est plus du tout heel, en tout cas je l'espère. Mais bon, victoire de Bailey, félicitations, et on passe directement au main event, enfin, le main event de la nuit 2. Et c'est là où tout va se jouer. Il y a eu des tas de trucs qui s'est passé. On sait que l'année dernière, Cody Rhodes était proche de la victoire et que la Bloodline a dû se mêler des affaires de ce que ça leur regardait pas. Donc les affaires de Roman Reigns et de Cody Rhodes. Et c'est à ce moment-là où Solo arrive et veut enchaîner son spike sur Cody Rhodes et ça a permis à Roman Reigns de faire son spear sur Cody Rhodes et auquel ben, il est dépité et il veut rattraper son phase de rédemption. Et on a résumé toute l'histoire sur Cody Rhodes, hein, de ses débuts en tant que fils de Dusty Rhodes, quand il n'avait pas encore de gimmick, quand il a rejoint la Legacy aux côtés de Randy Orton et Ted DiBiase Jr., de sa période où il était en mode Dashing Cody Rhodes, et après en Undashing Cody Rhodes avec un masque transparent,
Et après, en mode totalement normal, complètement normal, et qu'il se rappelle qu'il avait été viré pour la première fois et qu'il a retourné le contre-pouvoir. Et dans une phase compliquée, il a dû se renouveler sur un nouveau personnage à la personne de Stardust, auquel il déteste son personnage, mais auquel il ne peut pas nier qu'il a tenté des trucs auxquels il n'aurait jamais tenté auparavant. Mais vu comment cette gimmick était pas faite pour lui et n'était pas prêt à continuer, il a décidé de prendre la porte du côté de la WWE pour aller dans d'autres fédérations indépendantes. Donc, vous savez la review sur Cody Rhodes, sur le DVD The American Nightmare, auquel j'avais déjà fait une review sur ça, eh ben, auquel j'ai fait une review totalement complète, auquel il avait été du côté de la TNA, de la Ring of Honor, de la AAW, de la PWG, dans la NEW. Il a été aussi au Japon, notamment de la New Japan Pro Wrestling. Il a été aussi un peu au Mexique, soit à la CMLL, soit à la AAA. Il a été aussi un petit peu en Angleterre, du côté de la WCPW, qui est maintenant la Death Wrestling. Et en 2018, lors du premier show All In, il devient champion du monde poids lourd de la NWA, auquel il avait battu Nick Aldis ce jour-là. Et après, on nous montre les photos de Cody d'avant et après, et aussi les photos auxquelles il avait été dans les Indies. On avait vu également Kenny Omega, Chris Jericho sur la photo, dans les caméras de la WWE. Donc on nous montre toute l'historie et c'est là où il a commencé à créer l'AEW aux côtés de Kenny Omega, des Young Bucks, avec Tony Khan, auquel il a fait ses belles heures là-bas et qu'il a été champion TNT. Et c'est au moment où 2022 auquel il décide de revenir affronter Seth Rollins jusqu'à ce qu'il se blesse au niveau du pec. Il remporte la première fois la bataille royale du Royal Rumble lors de 2023 et il tente, il perd. Il a eu des différentes rivalités à gauche, à droite. Il remporte le Royal Rumble 2024. Et là, il sait qu'il est dans une phase auquel il doit affronter Roman Reigns et qui s'est senti voler quand The Rock lui a volé la place. Mais il décide de pas laisser faire. Il s'est pas vraiment du tout laissé faire. Il s'est battu pour obtenir ce qu'il voulait. Et d'ailleurs, certes, il a perdu lors de la nuit 1 de WrestleMania 40. Mais c'est pas trop tard, c'est vraiment pas trop tard, car on sait qu'on est au bord du précipice et que tout va se terminer sur nos yeux. Et est-ce que Cody Rhodes va finir son histoire? Réponse plus tard. Voilà, parce que maintenant on sait que c'est les règles de la Bloodline. Si la Bloodline est libre d'intervenir, ils le feront. S'il faut amener toute la famille, ils le feront. Mais après, du Cody Rhodes non plus, il faut pas qu'il marche seul aussi à WrestleMania 40. Hein. Car il a Rollins, il y a Jey Uso. Mais il faut faire un petit peu attention à Rollins et Jey Uso parce qu'on ne sait jamais les trahisons. Ça peut arriver. Au moment où on marche à leur côté, il y a possiblement trahison. Et d'autres personnes, vraiment d'autres personnes. Donc tout ce que je sais, on a l'entrée de Cody Rhodes auquel il fait son entrée en mode réel American Nightmare. Parce qu'il y avait un masque du American Nightmare, et accompagné par sa femme Aiden Style, qu'on connaît maintenant sous le nom de Brandy Rhodes. Et il fait un petit coucou et un bisou à sa maman, à sa sœur, et aussi au fils de Brody Lee, à la maman de Brody Lee, et voilà, tous ceux qui l'aiment. Tous ceux qui l'aiment, parce que les chants de Cody sont absolument forts, hein. Notamment quand il fait son fameux waouh, car on est totalement dingue, vraiment dingue, dingue, dingue. C'est pour vous dire à quel point, quel charisme, quelle prestance, la grande classe, vraiment la grande classe. Et après, on a l'entrée de Cody Rhodes. Enfin, Cody Rhodes, c'est déjà fait, excusez-moi. Je m'en excuse, je me suis un petit peu emballé. On a l'entrée de chef tribal. Donc, le chef de la tribu, l'empereur, le GOAT, le dieu, auquel il faut reconnaître que c'est lui auquel il aura tant donné de prestige au titre. Je veux bien sûr en parler de l'ancien Big Dog, mais aussi le chef de la tête de table, le chef tribal, Roman
Reigns, qui fait son entrée avec un peu l'orchestre samoan, je crois, et un peu un tout petit peu de la chorale, on va dire ça aussi, et auquel il a une entrée de dingue lui aussi. C'est tellement excitant, hein, je vais pas vous mentir, c'est tellement excitant, vu comment il se passe des trucs, vraiment il se passe des trucs dans le match. Bon, bien sûr, la présentation de Samantha Irvine, qui présente Cody Rhodes et Roman Reigns. Après, le match débute, les deux gars se regardent droit dans les yeux en disant que c'est au début de la fin et que tout va se terminer. Alors que Roman Reigns, tellement il qu'il est, même si le lendemain de WrestleMania, il avait fait une conférence de presse auquel il a joué le heel jusqu'au bout et qu'on le remet en question par rapport à sa maladie. Est-ce que la leucémie est encore de retour? Mais il fait mentir les pronostics en disant que non, sa leucémie, n'est pas ressurgi. Tant qu'il prend un traitement spécial, tout va bien. Bon, après, on s'inquiète un petit peu hein, à propos de Roman Reigns. Mais il a assuré son match. Quasiment, il a assuré son match en jouant le heel jusqu'au bout, même si on a beau détester Roman Reigns, auquel ce n'est pas mon cas, parce que j'ai toujours aimé Roman Reigns, que ce soit en tant que face un peu fade, auquel il était rejeté par tout le monde, mais auquel je voulais donner de l'espoir à Roman Reigns, et il est passé d'un état heel auquel il était quasiment intouchable, un peu détestable par moments, mais aussi adorable aussi, parce que c'est vrai qu'il nous a fait un peu aimer les moments. Mais il n'y a pas à dire, il y a quand même un talent Roman Reigns. Vraiment, il y a un sacré talent. Même si certains ils étaient un peu saoulés que Cody fasse un peu le gentil super-héros auquel personne ne veut pas se ranger. Et pourtant, il y en a qui se rangent aux côtés de lui. Comme moi, je me suis rangé aux côtés de Cody Rhodes. Quand je regarde un match de catch, par exemple sur mon écran, je veux pas dire que je veux voir le heel gagner. Car je veux voir le face gagner. Vraiment, je veux vraiment le voir réussir, accomplir son histoire et enfin terminer avec tous les stoppages, tout ce que vous voulez. On veut voir gagner. Même si dans le match il s'est passé de tout, on est libre d'utiliser des objets, des chaises, des kendo, des tables, des échelles aussi, des escaliers en acier. S'il faut amener des battes de baseball en barbelé, on le prend. Un madrier également, ce que vous voulez. Tout est légal. Même tout le monde, si tout le monde veut intervenir, tout est légal. On avait une phase de domination de la part de Roman Reigns, même si Paul Heyman il prie à chaque fois pour que ça n'arrive pas que Roman Reigns perd le match, parce qu'il était tout le temps comme ça, en disant « Mon Dieu, béni soient les dieux pour pas qu'il perde le match, s'il vous plaît, ne faites pas perdre. » Eh bien pourtant, il a eu des coups durs, hein, et c'est à ce moment-là où Jimmy arrive et qu'il commence un peu à foutre la merde dans le match. Il n'y a pas à dire, il commence vraiment à foutre la merde. Et ensuite, c'est là où la musique de Jey Uso retentit. Il commence à se bagarrer avec son frère, donc ça se voit que ce n'est pas terminé. Et ça va se terminer avec un spear de Jey Uso sur Jimmy Uso, où ils ont atterri sur la table, qui était... où est-ce qu'il y a le petit entron de l'entrée? Oui, je crois que c'est ça. Je peux faire une erreur, mais bon, ce n'est pas grave. Tentative de crossroads de la part de Cody Rhodes, auquel ça ne va pas passer. Tentative de spear sur Roman Reigns, qui va faire, mais que ça ne va pas du tout passer. Tentative de guillotine choke, auquel Rhodes survit encore. Tentative de Cody Cutter auquel ça ne va pas passer et il voulait enchaîner encore un crossroads. Je crois que c'est 3 crossroads, mais il a fallu que Solo Sikoa arrive et il fasse son Samoan Spike sur Cody Rhodes et il a voulu essayer de donner la victoire à, bien sûr, Roman Reigns, mais auquel ça ne va pas passer. Et du coup, on a la musique de celui qu'on appelait The Champ, donc The Marine, le Super Cena, donc je veux bien parler de John Cena, qui était bien présent à WrestleMania 40, pas pour catcher, mais plutôt pour voir Cody Rhodes gagner, et auquel il s'est attaqué à Solo Sikoa.
il a fait son fameux coup d'accord à linge, un attitude adjustment sur Roman Reigns, et ensuite il déménage la table auquel il va faire un attitude adjustment sur Solo Sikoa. On a la musique de The Rock qui arrive en n'étant pas content, en disant qu'est-ce que c'est que ce bordel, t'es pas censé être là, John. Il a pas pris un micro en disant qu'est-ce que t'es en train de faire là, mais il était en mode qu'est-ce que tu fous, t'étais pas censé être là, c'est nos règles, alors soit tu t'en vas ou alors c'est nous qui t'occupent de ton cas. Bien sûr, on connaît la rivalité entre John Cena et The Rock, hein. On sait que un temps The Rock a beaucoup un peu humilié John Cena, même si on sait que John Cena avait dit du mal de The Rock il y a à peu près de 20 ans, on va dire ça comme ça, auquel il n'avait pas digéré par la suite, mais on sait qu'ils se sont réconciliés, et pour le fun, ils se sont dit, eh ben tiens, on va se mettre face à face, auquel Rock face à Cena. Bien sûr, John Cena, il lui lance un You Can See Me, mais ça va pas plaire à The Rock qui lui fait un rock bottom et qui éjecte John Cena de l'équation du match. Car suite à un rock bottom, il va rester couché dans le tablier du ring. Enfin, dans le tapis du ring, excusez-moi. The Rock a voulu un peu semer la pagaille et j'ai bêtement cru qu'il allait trahir Roman Reigns auquel ça n'a pas du tout eu lieu. Putain, j'aurais préféré que ce soit le cas. Mais pas du tout, il avait pris la ceinture où il est marqué Mama Rhodes, encore pour lancer un message à la maman de Cody en disant qu'il va fouetter son fils et auquel il va le faire saigner. Et un coup qu'il a saigné, il veut les larmes de Mama Rhodes, tel un psychopathe. Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est un véritable fou malade, The Rock. Il n'y a pas à dire, il a des propos assez choquants et auquel ça se voit qu'on est entré dans une nouvelle ère à la WWE. C'est incroyable. Même si on a eu la musique de celui qui avait été dans l'équipe avec Roman Reigns, donc Serra, Hotel, India, Echo, Lima, Delta, The Shield. Donc, bien sûr, vous avez bien compris, c'est Seth Rollins qui était dans la gimmick de The Shield, donc l'ancienne tenue auquel il abordait avec Roman Reigns, qui distrayait The Rock à un premier temps parce qu'il voulait attaquer, il voulait venir par derrière pour frapper The Rock, mais auquel il a un peu pris trop de temps et auquel Roman Reigns a vu le coup venir. Je crois qu'il venait d'arriver dans le ring, mais j'en suis pas sûr. Parce que j'avais pas vu sur un bon angle de caméra. Peut-être quand je vais voir les résultats à la télévision, peut-être qu'on verra de comment ça s'est poursuivi. Parce que là, j'avais pas vu qu'il était soit derrière lui ou alors il venait d'arriver. Honnêtement, je ne sais pas. Mais en tout cas, Roman Reigns l'a vu venir et il lui a foutu un Superman Punch auquel ça fout Rollins totalement KO. Et qui s'est pas remis du match face à Drew McIntyre et aussi de la veille du main event. Donc là, il se dit, ça y est, personne ne peut plus l'arrêter. La Bloodline est totalement au-dessus, est totalement hot, auquel ils vont faire ce qu'ils veulent. Tant pis si tout le monde est content, tant pis si tout le monde n'est pas content. Ils s'en fichent, ils font la loi, point barre. Donc ils vont essayer de frapper, bien sûr, Cody Rhodes. Mais là, il a fallu qu'un simple dong. La lumière passe au noir. Et après, suivi d'un deuxième dong, la foule pop. Et il s'agit bel et bien de The Undertaker qui arrive et qu'il est derrière The Rock alors que The Rock est là à regarder la rampe d'entrée en disant viens ici, tu vas voir, je vais t'envoyer au tapis, tu vas voir, ça va aller très vite que tu le penses. Eh bien, il avait oublié qu'il était derrière lui. Et là, oh putain, il était là. Et bien sûr, l'Undertaker avec un air pas content, qui n'aime pas le mauvais pouvoir, il décide de l'empoigner The Rock, donc en l'étranglant et en faisant un choc slam. Et la lumière passe encore au noir et auquel un coup que ça a pris un peu de longues minutes, la lumière passe au niveau normal. Et auquel The Rock a disparu. Donc c'est l'Undertaker qui a, on va dire, s'emparer de The Rock pour éviter de gêner tout le reste du match. Et là, on se réapproche du précipice. Hein. On se réapproche, mais putain, qu'est-ce que c'était fou. C'était fou, même si je suis un petit peu grossier, mais c'est totalement dingue.
ce WrestleMania, il est dingue. C'est... Oh là là, mais... c'est fou. C'est totalement fou. Mais bon, c'est totalement fun à la fois. Des enchaînements, encore des enchaînements. Et au moment du climax, parce que là maintenant il a plus personne et que tout le monde est KO, donc c'est over sur over. Eh ben tu as Roman Reigns qui veut tenter son fameux coup final, son vrai fameux coup final, auquel ça lui a tellement rapporté, tellement de victoires. Le spear, il veut tenter le spear sur Cody Rhodes. Et tellement qu'il est crevé, ben, il se mange un coup de pied de Cody Rhodes. Et là, première Crossroads, deuxième Crossroads, même s'il y en a qui sont saoulés des 3 Crossroads, mais bon, il faut savoir apprécier du coup. Et là, au moment où il sent l'espoir lui arriver au bout des doigts, il va tirer sur la gâchette pour un 3e Crossroads, auquel l'arbitre compte jusqu'à 1, 2 et 3. Donc vous avez compris, Cody Rhodes, The American Nightmare, le cauchemar américain, devient le nouveau champion de la WWE, incontesté Universal. Et d'ailleurs, j'ai vu un peu sur Instagram le résultat du match, et aussi parce que il y avait Samantha Irvine qui a regardé le match de plus près, auquel c'est l'annonceuse, qui a annoncé quasiment tout le reste du match, que ce soit de la nuit 1 ou de la nuit 2. Eh ben, elle a quasiment tout annoncé. Et dans ce main event, elle était totalement émue, elle était en larmes, auquel elle a annoncé tant bien que mal en gardant sa fierté, mais elle a dit que c'est Cody Rhodes, le nouveau champion de la WWE incontesté universel. Et il y avait tellement d'émotions dans ce match-là, tellement, car on ne savait pas du tout si la Bloodline allait encore gagner et qu'on doit encore se taper encore 1 année ou encore 2 années avec Roman Reigns. Bref, on n'en savait rien, vraiment rien du tout. Et auquel, ben, enfin, Cody Rhodes a enfin finish sa story. Enfin. Et bien sûr, il y avait bien sûr Jey Uso qui a tout fait pour faire aider Cody Rhodes, Seth Rollins. Il y avait aussi John Cena qui a tout fait pour Cody Rhodes. L'Undertaker n'était pas présent avec les tas de personnes, parce que certes, il a rendu service à Cody Rhodes, mais il s'est pas pointé. On avait aussi CM Punk, on avait Randy Orton, on avait Sami Zayn, on avait LA Knight, je crois. On avait d'autres lutteurs. Et après, bien sûr, la famille de Cody Rhodes, auquel on a sa maman, sa femme, le fils de Brody Lee avec sa maman, peut-être sa fille à Cody, d'autres personnes aussi. Peut-être qu'il y a des moments auxquels j'avais un peu oublié de citer, mais bon, ce n'est pas grave. Et surtout, il y avait le booker Bruce Pritchard, auquel il était présent, et aussi Triple H, auquel il y avait des reproches comme quoi Cody Rhodes leur aurait pété le trône à la EW, auquel ça faisait référence à Triple H, et pourtant il n'y a pas de rancœur entre les deux, car ils sont en très bons termes. Et bien sûr, ils serrent la main de Triple H et ils se font un énorme hug, un énorme câlin. Et ils vont laisser Cody Rhodes célébrer, finir son moment, parce qu'il a enfin terminé son histoire. Il l'a fait pour ses proches, il l'a fait pour ses amis, pour sa famille, pour sa femme, sa fille, son chien aussi. Et aussi, plus important, pour son père, pour The American Dream, Dusty Rhodes, qui, même s'il n'était pas présent parce que il est décédé et auquel il a rendu hommage, je suis sûr que au paradis, qui sait, Dusty doit voir son fiston en disant « Ça y est, tu as réussi. Tout ce que j'ai pas pu réussir, je suis fier de toi, mon fiston. » C'est ce qu'il doit sûrement se dire quelque part. Mais après, on ne connaît pas les réponses. Hein. Vraiment, on ne connaît pas toutes les réponses. Mais c'est un moment tellement symbolique auquel Cody Rhodes a enfin fini son histoire. Et quel incroyable WrestleMania, je vais pas vous dire.
Même si la nuit 1 a été un peu décevante pour certains, moi j'étais un tout petit peu dedans, même si on va pas se mentir, c'était pas fou non plus. Alors que la nuit 2, il y en a au début qui l'ont pas trop apprécié, mais quand on regarde tout le reste du show, on se dit c'est tellement incroyable. Et du coup, on va dire c'est une meilleure édition de WrestleMania 40 pour marquer l'histoire, tout simplement. Et bah, je suis tellement content d'avoir tout suivi. Et vous savez ce qui est fou dans tout ça, c'est que je vais regarder encore une deuxième fois, enfin, deuxième, non parce que j'ai déjà vu 2 fois, mais plutôt la troisième fois. Mais cette fois-ci à la télévision française. Vu comment on sait pour les Français, c'est pour AB1 et pour les Belges, AB Explore. Donc mardi et mercredi. Et du coup, ben, ça va s'annoncer grave et auquel ça va être dingue. Vraiment, je vais vibrer devant ce WrestleMania. Et j'ai tellement rien d'autre à dire si ce n'est que c'était bon, bordel. C'était bon, quelle édition de WrestleMania, quelle incroyable soirée, quoi. C'est tellement magnifique, auquel j'ai plus rien à dire. Même si je sais que j'ai un truc à dire, je sais que je m'attaquerai sur Rebellion de la TNA et aussi Destiny de la EW. Donc pour ça, il y a des prochaines vidéos à venir. Et s'il y aura des DVD auxquels j'achèterai, auxquels je pourrais citer, je le ferai. Mais là, pour l'instant, je décide de clôturer cette vidéo. Donc j'espère que vous avez tous très bien aimé, parce que c'est tout pour cette review de vidéo. C'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura énormément bien plu. Tous les résultats auxquels j'ai un peu spoilé. Mais si vous avez vraiment bien aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde.